Merci de regarder RTI 1, il est 23 heures en temps universel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce dimanche à Accra à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali et en Guinée. Un sommet à l'issue duquel d'importantes décisions ont été prises pour la préservation de la paix, de la stabilité et un retour rapide à des institutions démocratiques dans ces deux pays. Et c'est ce lundi 8 novembre que va démarrer l'opération de dénombrement de la population ivoirienne. Elle va s'étendre sur 3 semaines, 21 jours durant lesquels des milliers d'agents recenseurs seront déployés dans tout le pays pour récolter des données fiables pour le développement de la nation. À suivre dans ce journal l'adresse du Premier ministre qui a lancé l'opération. Et puis, présent dans la capitale écossaise, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a pris part à l'événement Marrakech +5. Jean-Luc Assis a dressé le bilan des 5 années de progrès réalisés depuis la signature de la déclaration de Marrakech pour le développement durable du secteur de l'huile de palme. Bonsoir à tous. Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi. Le chef de l'État était à Accra où il a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu ce dimanche dans la capitale ghanéenne. Un sommet consacré à la situation sociopolitique au Mali et en Guinée. Le point sur les décisions prises par les chefs d'État avec Jérôme Kofi Abolan. Accra, la capitale ghanéenne, lieu par excellence d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche 7 novembre 2021. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après avoir pris part à cette rencontre, est de retour à Abidjan. C'est aux environs de 15h25 que l'avion le transportant en provenance du Ghana s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. À sa descente de l'appareil, le chef de l'État a été accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, avec plusieurs autres membres du gouvernement. Cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle le président Alassane Ouattara vient de participer, s'est réunie sur la situation sociopolitique au Mali et en Guinée. Le Mali et la Guinée, deux pays respectivement bouleversés par des coups d'État, provoquant ainsi le départ forcé des présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Alpha Condé. Face à cela, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, présidée par le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, ne cesse de multiplier les efforts pour la mise en œuvre de ces décisions. Lesquelles décisions portent notamment sur la tenue des élections dans un bref délai pour le retour à l'ordre constitutionnel à Bamako et Conakry. Je vous le disais en titre, le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire démarre ce lundi 8 novembre. L'opération se déroulera sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 21 jours. Elle permettra d'obtenir des informations actualisées et fiables sur la taille de la population, sa structure, sa répartition spatiale et ses caractéristiques sociodémographiques et économiques, des données qui devraient contribuer à une meilleure planification des politiques publiques. À quelques heures du début de l'opération, le Premier ministre Patrick Kachi invite les populations à se mobiliser massivement. On écoute le locataire de la primature. Il est au micro d'Alexis Ouedraogo. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, organise son 5e recensement général de la population et de l'habitat en 2021. Cette importante activité, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, se déroulera du 8 au 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ce recensement permettra de mieux connaître la structure de la population résidant en Côte d'Ivoire, d'établir des statistiques sur ses habitants, nombre, âge, profession, logement, et sur les évolutions démographiques afin de mieux planifier le développement, de définir les politiques publiques en prenant en compte l'évolution quantitative de la demande sociale, notamment en matière d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et de centres de santé, d'adduction d'eau potable, d'infrastructures sportives. Le recensement permettra également de définir les populations de chaque circonscription administrative.
Toutes ces informations seront utiles pour une meilleure évaluation de l'action du gouvernement afin de mieux planifier le développement et d'améliorer les conditions de vie de nos vaillantes populations. Je voudrais, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, remercier l'ensemble des partenaires au développement pour leurs précieuses contributions. Quant à vous, population résidente en Côte d'Ivoire, ce recensement est l'affaire de tous, que vous soyez nationaux ou non nationaux. Vous êtes tous concernés. C'est pourquoi j'exhorte chaque foyer à ouvrir ses portes aux agents recenseurs et à leur fournir des informations vraies et fiables. Chacun de nous compte pour la Côte d'Ivoire. Il faut que nous nous fassions tous recenser pour être pris en compte dans l'élaboration des politiques de développement économique et social. C'est un acte citoyen. C'est sur ces quelques mots que je déclare lancer la collecte des données du 5e recensement général de la population et de l'habitat 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Demain, lundi, et pour la toute première fois depuis sa nomination à la tête de la primature en mars dernier, le Premier ministre sera face à la presse nationale et internationale pour l'exercice du grand oral. Très attendu des médias, Patrick Kachi devra argumenter sur la vision 2030 du chef de l'État, Alassane Ouattara, ainsi que son programme Côte d'Ivoire solidaire. 2 heures d'horloge qui permettront de faire un large tour d'horizon de l'actualité dans le pays. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Depuis le 30 mars dernier, il tient les rênes du gouvernement ivoirien. Patrick Kachi, le technocrate, sera ce lundi face à la presse nationale et internationale. En 8 mois, il aura tracé son chemin dans les sillons de ses prédécesseurs, poursuivant la mise en œuvre d'une politique axée sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Amélioration qui commence avec les services sanitaires. Réhabilitation de services clés à l'exemple du pôle gynéco-obstétrique du CHU de Treichville, de l'hôpital général d'Adjamé, inauguration de centres de santé de plus en plus performants tels que le CHR d'Aboisseau, amélioration de la mobilité des populations avec le démarrage des travaux de réfection et de renforcement de la coutière San Pedro Abidjan et autres lancements des lignes Sotra à Bouaké. Et parce que la Côte d'Ivoire solidaire doit être inclusive, Patrick Kachi pénètre les champs et plantations à l'écoute des producteurs et acteurs des secteurs pourvoyeurs de matières premières. Objectif, dérouler une vision, celle d'industrialiser les productions nationales et aussi apporter un souffle nouveau aux unités qui jadis portaient les régions. Patrick Kachi multiplie aussi les concertations avec les couches socio-professionnelles, monde agricole, industriel, artistes, musiciens, personnes de l'audiovisuel ou encore plus globalement avec le secteur privé dont il veut faire, conformément à la volonté du chef de l'État, le partenaire clé du développement national. Éducation, emploi des jeunes, santé, économie, lutte contre la corruption. Ce lundi, Patrick Kachi sera face à la presse. Échange franc et direct, 2 heures d'horloge durant pour présenter et défendre l'action gouvernementale. Et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 7 novembre 2021 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 2512 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 32 guéris et 0 décès. À la date du 7 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 421 cas confirmés, dont 60 251 personnes guéries, 699 décès et 454 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 106 456. Le 6 novembre, 18 929 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 530 408 doses du 1er mars au 6 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
Après la sensibilisation des populations et la formation des acteurs, l'opération de démoustication est rentrée dans sa phase active. Cette campagne, la 4e du genre, est financée par l'État de Côte d'Ivoire et va couvrir 15 villes du nord et du sud-ouest du pays. Le compte-rendu de Michel Mombo. La démoustication. Objectif, réduire la population des moustiques. Mode opératoire, le repérage des lieux de reproduction des moustiques dans les ménages et autres parties communes des localités bénéficiaires. Une fois identifiés, ces gîtes larvaires seront éliminés, neutralisés par le larvicidage et la pulvérisation. La fumigation, dernière étape, consistera à détruire les moustiques adultes sur leur lieu d'activité. Sur le terrain, l'engouement des populations est perceptible. Le fruit de l'intense sensibilisation qui a mobilisé autorités administratives et communautaires. Durant cette phase de sensibilisation, le programme national de lutte contre le paludisme a également bénéficié de l'appui de talents nationaux tels que Michel Blas, alias Dibo Cravate. Le message qui a été passé aux populations, c'est qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est à eux d'abord de lutter et après les autorités pour les accompagner. Mais si devant chez toi, tu as de l'eau, tu as des nids pour permettre aux moustiques de se reproduire, alors là, vraiment, ça va être compliqué. J'ai vu qu'il y a beaucoup qui ont découvert qu'il y a des gestes simples qui peuvent les sauver. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est fixé pour objectif d'atteindre d'ici 2025 la pré-élimination du paludisme. Cette maladie représente le tiers des motifs de consultation dans les établissements sanitaires, même si son taux de mortalité a baissé de 50% en moins de 5 ans. Et qui parle de santé parle aussi et surtout d'environnement. La 47e édition de l'opération Grand Minage s'est déroulée à Dimbokro, dans le centre du pays. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a appelé la population de la localité à maintenir un environnement propre. Du matériel de salubrité a aussi été offert à la municipalité. Eugène Atoubé. Dimbokro, ville chargée d'histoire, se targue encore de son premier prix de ville de Côte d'Ivoire la plus propre, obtenu à la Journée nationale d'excellence de 2018. La municipalité et les populations, dans un accord parfait, essaient à qui mieux de conserver cet acquis par leur engagement à maintenir propre et la ville et leur cadre de vie. Engagement traduit par des activités communautaires de propreté ainsi que des actions de salubrité et d'assainissement que tout le corps social est appelé à poursuivre à travers un don de matériel de salubrité et de 3 tricycles faits à la mairie de Dimbokro par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Cet engagement a été renouvelé devant le ministre Bouaké Fofana et le maire Bilé Djemelou par les représentants du corps social et la catégorie socio-professionnelle de la localité. L'opération Grand Ménage sera désormais une institution à Dimbokro. Je compte sur toute la population pour que tous les conseils qui ont été donnés, pour que nous puissions être droits et réussir la mission. Nous sommes en train de déplacer le centre de dépôt des ordures. Le centre qui est plutôt vers le cimetière est saturé. Et nous avons eu, grâce à un village que je peux nommer Aoua, nous avons pu avoir un nouveau dépôt dans lequel nous allons faire bientôt l'envoi des ordures. Nous avons besoin de sensibiliser nos parents. D'abord dans la gestion des déchets. Nous sommes en train de mettre en place un système de gestion rationnelle des ordures qui a commencé à Abidjan, dans le Grand Abidjan, qui donne des résultats probants. Et nous espérons, avec les moyens que le gouvernement mettra à notre disposition, étendre ce modèle-là à l'intérieur du pays. Des comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène ont été installés et 5 personnalités ont été faites ambassadeurs. Ils ont mission de sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de propreté, au respect de l'environnement et à un comportement éco-citoyen. Et avec eux, Dimbokro repart à la conquête du prix d'excellence de la ville de Côte d'Ivoire la plus propre. La capitale de la région du Zi, cité du soleil radieux, était lauréate de l'édition 2018.
Autre titre de ce journal, lors de la COP 22 à Marrakech au Maroc en 2016, la Côte d'Ivoire avait pris des engagements pour un développement durable du palmier à huile. 5 ans après, l'heure est au bilan à la COP 26 à Glasgow. D'avis d'experts, des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de Marrakech. C'est ce que nous rapporte notre envoyé spécial à Glasgow, Rascando. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays signataires de la déclaration de Marrakech pour le développement durable du secteur du palmier à huile. 5 ans après, une évaluation pour faire l'état des lieux sur le sujet lui est choisie, la COP26 à Glasgow. Selon les acteurs du secteur, beaucoup a été fait. Je peux citer par exemple la production d'engrais en compost, qui est, n'est-ce pas, un engrais organique et qui permet donc de lutter contre l'utilisation des engrais minéraux. Nous essayons aussi de construire donc, des projets qui permettent d'améliorer les ressources des petits planteurs en associant d'autres cultures à la culture du palmier à huile. Nous essayons aussi de développer des essences forestières qui permettent donc de reboiser certaines zones, n'est-ce pas, dans les zones de production du palmier. Plusieurs plans d'action élaborés certes, mais des défis restent à relever. C'est de faire en sorte que le petit producteur puisse certifier sa production. Il faut l'encadrer, il faut l'accompagner. Il y a aussi l'inclusion du genre, faire en sorte que les minorités, les femmes et tout ça participent, n'est-ce pas, au développement de la filière palmier à huile avec de bonnes pratiques tout en préservant, n'est-ce pas, la nature, la biodiversité et en améliorant leur environnement immédiat. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays producteur africain d'huile de palme après le Nigeria et produit 55 000 tonnes d'huile par an. Des acquis à préserver tout en respectant la protection de l'environnement. C'est vrai que le palmier à huile, c'est un produit qui, dans sa manière donc, de faire, donne beaucoup d'argent à nos producteurs. En même temps, il faut protéger la nature. On veut vulgariser donc cette culture, mais il faut la faire avec intelligence et mettre en œuvre donc les technologies qui puissent permettre donc de conserver donc la forêt. Selon l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, la Côte d'Ivoire dispose de 175 000 hectares de plantations villageoises de palmiers à huile et 75 000 hectares de plantations industrielles. Retour chez nous avec le Conseil Coton, Anacarde et la Banque mondiale en visite de terrain. Les deux entités font le bilan à mi-parcours du PPCA, le projet de promotion et de compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacarde. Plus de 2 ans après sa mise en œuvre, il s'agit pour les deux parties d'évaluer les performances du dit projet. Noël Niagno. Cette délégation conjointe Banque mondiale Conseil Coton Anacarde est en mission d'évaluation à mi-parcours du PPCA, entendez projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacarde. Voici 30 mois qu'il est mis en œuvre par le Conseil du Coton Anacarde. Visite de terrain pour établir un premier bilan, analyser les progrès, relever les contraintes liées à l'exécution, proposer des actions à mettre en œuvre pour garantir l'atteinte des objectifs avant la clôture du projet en 2023. 5 jours durant, la délégation conjointe a passé au crible les expressions concrètes et visibles du projet sur le terrain. D'abord Bondougou et sa zone industrielle en chantier, rencontre avec les producteurs et échanges, puis la délégation conjointe Conseil Coton Anacarde, Banque mondiale, a mis le cap sur Toumoudi et Yamsekro. Visite de grandes unités de transformation d'abord à Toumoudi, puis la nouvelle zone industrielle de Yamsekro. Si à Toumoudi les acquis sont réels, à Yamsekro, par contre, quelques difficultés sont soulignées. C'est une zone industrielle, mais les infrastructures ne nous permettent pas de maximiser ou bien de profiter de la zone industrielle. C'est-à-dire l'aliment de courant de l'électricité ne nous suffit pas. Et aussi l'infrastructure comme évacuation de l'eau, traitement des déchets industriels, l'espace parking, en tout cas en général, ça manque. Notons que malgré tout, des usines sont en construction pour augmenter les capacités de transformation dans la région. Le CITA, Centre d'innovation et de technologie, l'usine de la coopérative Suralais sont les autres centres d'intérêt de cette visite de terrain. Point final de tous ces périples après Katiola, Korogo.
De tout ce long parcours, il est ressorti une chose, la bonne évolution du projet. À ce stade, décaisser près de 49,64% des ressources disponibles démontre non seulement une proactivité du Conseil Cotonou-Anacarde, mais également avec les résultats déjà enregistrés, nous voyons que nous avons un avancement clair vers les objectifs globaux du programme, non seulement en termes d'amélioration de la production des vergers, mais en termes même de capacité de transformation. Pour rappel, aujourd'hui, nous sommes à près de 135 000 tonnes de noix de cajou transformées sur un objectif pour la fin du projet de 150 000 tonnes. Le PPCA, projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, est le fruit d'un accord entre le Conseil Cotonou-Anacarde et la Banque mondiale pour un montant de 107,4 milliards de francs CFA. Et la 10e édition des journées de valorisation de l'agriculture se prépare activement. Des innovations sont annoncées pour ce grand rendez-vous du monde agricole ivoirien. C'est Yamoussoukro qui abritera l'événement et ça sera du 24 au 28 novembre prochain. Cheikh Aboubakar Koné. 50 000 personnes attendues pour cette 10e édition des journées nationales de valorisation de l'agriculture. C'est la ville de Yamoussoukro qui abritera les festivités pour cette édition. L'innovation de cette année est la célébration des 10 ans d'engagement et d'action concrète de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Je lance un appel à l'endroit de tous, parce que l'agriculture, c'est l'affaire de tous. Tant que vous n'avez pas mangé ou consommé quelque chose de l'agriculture, vous ne pouvez pas faire de discours. Donc quand on célèbre les acteurs du secteur agricole qui ont travaillé durant toute une année, il faut venir leur rendre hommage. Ces journées placées sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural font office de rendez-vous inédit pour le secteur agricole. Le ministère de l'Agriculture accompagne toutes les structures qui œuvrent dans la valorisation des filières pour qu'on puisse ensemble déceler les défis nouveaux et voir les orientations qu'on peut donner à ces différents défis. Donc c'est avec l'ensemble des acteurs que nous allons trouver les solutions à tous ces défis. La 10e édition se tiendra du 24 au 28 novembre 2021 dans la ville de Yamoussoukro. On ouvre à présent la page politique de ce journal. Le président du Sénat est en tournée politique dans le centre du pays. Jeannot Ahoussou-Kouadio prône une adhésion indéfectible des populations au RHDP. Le patron de la Chambre haute du Parlement présente son parti comme une chance pour la Côte d'Ivoire. Kader Sokodogo. Jeannot Ahoussou-Kouadio est sur le terrain. Il avait promis sillonner les 3000 villages que compte le Grand Centre avec un seul objectif, l'adhésion des populations au RHDP. Pour cette étape, plusieurs villages de la sous-préfecture de Tiendekro sont visités. Landonou, Mende Tanoukro, Salekro, Anoumbe Kouadiokro, Kwebo et Atiegwakro. Des rencontres qui permettent à Jeannot Ahoussou-Kouadio de s'adresser à ses parents. Cohésion sociale, mobilisation pour le recensement général de la population et de l'habitat. Le président du Sénat ne veut plus entendre parler de violence dans le Grand Centre. Quand on aime quelqu'un, on ne lui dit pas d'aller te faire parole. On a tous la salive dans notre bouche. On en crache, mais on en garde. C'est pas tout qu'on crache. Je suis venu chef. Je ne veux plus entendre parler de ça. Les jeunes, on est une région paisible, dans une savane paisible. Nous sommes des gens paisibles. Ces populations visitées ont pris l'engagement de soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, dans toutes ses actions. Elles ont mandaté le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, de traduire leur reconnaissance au premier des Ivoiriens pour toutes ces réalisations au profit de la Côte d'Ivoire. 4 partis politiques de l'opposition viennent d'annoncer officiellement leur adhésion au RHDP. Il s'agit du MFA, du PIT, de l'UPCI et de LEADER, des partis qui s'engagent à promouvoir des valeurs de cohésion, de solidarité, de dialogue et de développement auprès du président Alassane Ouattara. Logoriti. Le PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, le MFA, le Mouvement des forces d'avenir, l'UPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire et LEADER, Liberté et démocratie pour la République. 4 partis politiques qui renouvellent leurs adhésions au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Nos partis politiques sont devenus membres par entière
du RHDP, conscients de cet engagement, nous responsables et militants, y compris des sympathisants, des ex-partis MFA, PIT, UPC et leaders, invitons tous les anciens militants et sympathisants de ces partis-là à s'impliquer totalement et définitivement dans l'animation des instances et des structures de base de notre nouveau parti, le RHDP. Une adhésion qui tire sa source dans les standards de progrès affichés par la Côte d'Ivoire depuis 2010. Un bond des infrastructures scolaires, universitaires, sanitaires, sécuritaires et économiques, selon le porte-parole des ex-partis politiques, Seka Joseph. La Côte d'Ivoire, notre pays, sous le leadership éclairé du président de la République Alassane Ouattara, a connu et continue de connaître, chers amis, bien évidemment, une progression positive et des avancées économiques remarquables. Les représentants de ces ex-formations politiques se sont engagés à promouvoir les valeurs de cohésion, de solidarité, de dialogue et de développement pour cadrer avec la vision du président Alassane Ouattara. Le reportage de Laure Goretti était commenté par Abou Sanogo. Un nouveau parti politique vient de voir le jour. L'Alliance pour la République Côte d'Ivoire s'engage pour la conquête du pouvoir. Ses responsables annoncent leur participation à toutes les échéances électorales futures. Un congrès ordinaire se tiendra également en décembre prochain. Une rencontre suivie par Moussa Konaté. Un nouveau parti dans l'arène politique ivoirienne, l'Alliance pour la République Côte d'Ivoire, APRC, se proclame d'obédience social-démocrate. Le parti compte se lancer dans la conquête du pouvoir et s'engage pour le bien-être des populations. L'APR Côte d'Ivoire entend prendre sa place à tous les rendez-vous où l'on lui fera appel pour parler de la Côte d'Ivoire et du bien-être de ses populations. Ainsi, notre parti reste ouvert à toute alliance avec des mouvements, plateformes et partis politiques en vue de l'atteinte de cet objectif. Notre parti entend conquérir le pouvoir d'État et le gérer pour la mise en œuvre de notre vision politique. Et pour ce faire, l'APR participera à toutes les élections à venir dans notre pays. L'APRC, Alliance pour la République, créée le 17 octobre dernier, appelle à une nation rassemblée avec des institutions fortes. Le parti prévoit l'organisation de son premier congrès ordinaire en décembre prochain. Autre chose à présent, il fait office de pionnier dans le domaine des talk shows en Côte d'Ivoire. Le magazine C'est Midi de RTI 1 vient d'être primé. Il a reçu le prix national d'excellence décerné par le chef de l'État. Il vient récompenser les efforts de toute la RTI, une distinction qui met l'accent sur le développement des médias. Pour Joseph Anjou, producteur délégué de cette émission grand public, ce prix est une incitation à poursuivre le travail de qualité. Franck Quadio. Vendredi 5 novembre, c'est la cérémonie officielle du prix national d'excellence. La radio-télévision ivoirienne RTI fait partie des 84 lauréats nationaux. Le prix d'excellence pour le développement des médias revient au magazine C'est Midi. À travers ce prix, c'est toute la RTI qui est vraiment remerciée par le travail qu'on a abattu, un travail de rigueur, un travail vraiment d'excellence. Et nous sommes très fiers pour toute l'équipe de C'est Midi et surtout, encore une fois, pour toute la RTI. Au nombre des critères de sélection, l'impact social, la pertinence des outils de communication et le traitement des sujets d'intérêt public. Et c'est justement le credo de l'émission. Siège de la télévision à Cocody, le producteur délégué révisionne la dernière émission, celle de la saison écoulée il y a quelques mois déjà. Une façon de mesurer la fierté et la satisfaction du devoir accompli. Après 8 années de complicité, 8 années de marche ensemble avec C'est Midi, on a commencé crescendo et aujourd'hui c'est la reconnaissance de l'État du Côte d'Ivoire. Donc je ne peux que vraiment être satisfait comme l'ensemble de tous les acteurs qui ont œuvré vraiment à la réussite de cette émission. Derrière C'est Midi, c'est une grosse équipe. Au niveau de l'éditorial, c'est pratiquement une équipe de 15 personnes. Vous avez une dizaine de chroniqueurs, Caroline, plus Caroline l'animatrice. Vous avez le chef Andjou, il y a aussi l'équipe de production. Satisfaction,
Mais il faut désormais se projeter. L'équipe a de belles perspectives. On ira encore plus loin. Encore de nouvelles surprises, de belles surprises, de nouveaux visages pour la rentrée de 2021-2022. Et tout ce monde-là conduit par Karoune Da Silva. C'est vrai qu'il y a la concurrence, mais c'est midi encore du beau reste. Le magazine C'est Midi, talk show de la tranche horaire de 12 à 13 heures en quotidienne du lundi au vendredi. Dans quelques semaines, la production lance la saison 9. Place à présent au 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde de la semaine qui se referme. Une sélection d'Abou Sanogo. Jusqu'au 12 novembre, plusieurs chefs d'État sont à la COP26 à Glasgow, en Écosse, pour trouver des accords sur la lutte contre le réchauffement climatique. Objectif du sommet, négocier et s'engager concrètement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À cette occasion, plus de 80 pays, dont ceux de l'Union européenne et les États-Unis, se sont engagés à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30% d'ici à 2030 par rapport à 2020. Cette semaine était la 9e du procès des attentats du 13 novembre. Détenu le plus surveillé de France, Salah Abdeslam est détenu à l'isolement à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, dans une cellule spécialement aménagée, sous la surveillance ininterrompue de caméras. 2 dans sa cellule, d'autres dans sa salle de sport et ses cours de promenade. La défense d'Abdeslam demande la suspension de la décision ministérielle du 17 juin qui ordonne la mise sous surveillance 24 sur 24 et pour 3 mois, dénonçant manifestement une atteinte grave et illégale à sa vie privée. L'Organisation mondiale de la santé a accordé l'homologation d'urgence au vaccin anti-Covid Covaxin du laboratoire indien Bharat Biotech. Ce vaccin Covaxin rejoint les vaccins anti-Covid du Pfizer Biotech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm et Sinovac sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé. Dans une intervention relayée par des porte-paroles du nouveau gouvernement de Kaboul, Hibatoulaye Akounzada a ordonné aux responsables du mouvement de débusquer et d'éradiquer d'éventuels adversaires infiltrés dans leur rang. Une déclaration qui fait suite à une série d'attentats sanglants commis contre le nouveau régime de Kaboul par le groupe État islamique à Khorasan, la branche locale du groupe djihadiste. 20 000 pièces du plus grand musée privé de la République démocratique du Congo parties en fumée. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi et a ravagé des masques traditionnels centenaires et autres objets historiques du musée de Kungun. L'origine est inconnue. Les responsables de ce site de la province de Kiwilo privilégient la piste criminelle. La police a lancé une enquête. Le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kazimi a appelé au calme après être sorti indemne d'une tentative d'assassinat ratée dans la nuit de samedi à dimanche au moyen de 3 drones qui ont visé sa résidence à Bagdad. Dans la foulée, les États-Unis ont dénoncé un acte apparent de terrorisme, tandis que le président irakien Barham Saleh a fustigé une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Après 18 mois de fermeture des frontières, les États-Unis lèvent les restrictions aux frontières liées à la pandémie de Covid-19. Les voyageurs vaccinés de 33 pays sont autorisés à revenir aux États-Unis dès ce lundi 8 novembre. À l'annonce de cette nouvelle par la Maison-Blanche, les compagnies aériennes ont observé un bond de réservation de billets d'avion. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur RTI 1 à 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir à tous et que la paix soit avec vous.